Le troisième jour a été le plus pénible. C'est pas l'estomac qui réclame à manger, c'est la tête. C'est ça qui est difficile. Dans la tête, tu vois des chips, du coca, de la viande, plein de viande. Lorsque cette faim psychique disparaît, les sens s'aiguisent et une certaine euphorie s'installe. J'éprouve une sensation de liberté. J'ai compris que je suis forte. Si je peux jeûner, je peux tout faire. Mais comment le jeûne fonctionne-t-il donc? Comment expliquer que 2/3 des patients se sentent mieux? Un tel chiffre incite à la prudence. Est-ce un effet placebo? Un effet de cette euphorie qui gagne le cerveau? Ou bien a-t-on mesuré dans le corps, avec des instruments objectifs, les changements que tous décrivent? Pour comprendre, remontons 60 ans en arrière, à une époque où l'Union soviétique était une forteresse, une époque où les chercheurs n'avaient pas le droit de franchir le rideau de fer. Les recherches étaient menées dans le secret des laboratoires, loin de l'Occident. Au départ de cette aventure scientifique, comme souvent en science, la rencontre entre le hasard et un chercheur à la pensée originale. Moscou, hôpital Korsakov. La camisole chimique remplace la camisole de force, mais le traitement gagne à peine en humanité. Confronté un jour à un patient prostré qui refuse de se nourrir, un psychiatre, Yuri Nikolaïev, se démarque. Il décide de laisser agir l'instinct du malade, de ne pas le forcer à manger comme c'était la règle. Dans ses carnets, le psychiatre note avec surprise. À partir du 5e jour, son négativisme a commencé à diminuer. Le malade a ouvert les yeux. Le 10e jour, il s'est mis à marcher, mais gardait toujours le silence. Le 15e jour, il a bu un verre de jus de pomme laissé sur sa table de nuit. Ensuite, il est allé se promener, a commencé à revenir à la vie sociale. L'homme finalement se rétablit. Un malade mental, soigné par un jeûne. Le cas était unique. Yuri Nikolaïev le voici, 15 ans plus tard. Étonné par l'efficacité quasi miraculeuse du traitement, il a continué à l'expérimenter, à le développer. Le succès dépasse les prévisions, la liste d'attente des patients s'allonge. Nikolaïev traite des schizophrénies, des dépressions, des phobies, des syndromes obsessionnels, pour une durée moyenne du jeûne de 25 à 30 jours, parfois même 40. Dans un petit appartement de Moscou, là même où vécut son père, le fils de Nikolaïev se souvient de l'opposition de plus en plus forte du monde médical. Les médecins étaient opposés au jeûne car ils n'en comprenaient pas l'essence. Les gens ont l'habitude de penser que le fait d'avoir faim, c'est un malheur. Il faut mettre sa tête à l'envers pour accepter l'idée que le jeûne puisse soigner. Et c'est encore plus difficile pour un médecin que pour un homme ordinaire. Faire taire les critiques, marquer l'histoire scientifique, Nikolaïev entreprend un vaste programme de recherche. Des examens physiologiques, biochimiques, des paramètres hormonaux, des tracés d'encéphalogrammes sont étudiés pendant et après le jeûne sur des centaines de cas. Les psychiatres établissent des correspondances entre les changements observés dans le corps pendant le jeûne et l'amélioration du malade. Le jeûne a un impact non seulement sur les maladies mentales, mais aussi sur toute la personnalité. Le jeune docteur Gourvitch fait partie de cette équipe de chercheurs. Il travailla 18 ans aux côtés du maître. Le jeûne a un effet stimulant et un effet antidépresseur. L'effet stimulant a lieu pendant la première semaine du jeûne et l'effet antidépresseur
au moment de la réalimentation. Le troisième type d'effet, c'est l'effet sédatif, calmant. On l'observe après la crise d'acidose. Nikolaïev traite 8000 patients par le jeûne, avec un net progrès pour 70% d'entre eux. 6 ans plus tard, ils étaient encore 47% à avoir maintenu cette amélioration. Certains pouvaient reprendre une vie sociale, fonder une famille. Mais autre surprise, Nikolaïev et son équipe remarquent que non seulement le psychisme des patients s'est amélioré, mais leurs maladies somatiques aussi, hypertension, polyarthrite, asthme, eczéma. Il interpelle les pouvoirs publics. Le ministère de la Santé, sceptique, lance alors une campagne de vérification de ces résultats. Nous sommes en 1973. Il mandate plusieurs médecins reconnus, parmi eux le professeur Kokosov et le professeur Maximov. Tous deux sont médecins militaires, ils obéissent. Un ordre est un ordre. Jusque-là, je ne connaissais rien au jeûne. Donc, j'avais deux objectifs. Vérifier si la méthode marchait et expliquer pourquoi. Il a fallu étudier la sécrétion de l'estomac, du foie, du pancréas, de l'intestin, le paysage bactérien, le statut de l'immunité, l'échange des minéraux et des vitamines. Les travaux se multiplient avec des milliers de patients. Les chercheurs confirment les résultats de Nikolaïev. Ils établissent des listes précises d'indications et de contre-indications au traitement par le jeûne. Indications: pathologie des bronches, pathologie cardiovasculaire, pathologie de l'estomac, de l'intestin, pathologie endocrinienne, pathologie digestive, pathologie articulaire, osseuse, pathologie de la peau. Contre-indications: cancer, tuberculose, diabète de type 1, hépatite chronique, thrombophlébite, anorexie. Mais comment expliquer l'effet du jeûne? Le jeûne provoque un état de stress, ce qui relance chez nous les mécanismes de sanogénèse, d'autorégulation, qui restent d'habitude passifs à cause de notre mode de vie. Le stress serait donc le point central. Le stress, c'est une réaction d'adaptation à un changement de l'environnement. Ici, la privation de nourriture. Confronté à cette privation de nourriture, l'organisme déclenche l'alerte, ce qui provoque un bouleversement hormonal et neuro-endocrinien. Des hormones mobilisent les réserves du corps. Certaines ont aussi un effet anti-inflammatoire. Pour les médecins russes, ce sont ces mécanismes d'autorégulation qui induisent les effets thérapeutiques. Ainsi, de nombreux paramètres sanguins s'améliorent. Glycémie, cholestérol, triglycérides, taux d'insuline. Parallèlement, la dépense d'énergie de l'organisme diminue peu à peu. Respiration, rythme cardiaque, pression artérielle, tout s'abaisse et se ralentit. Le système digestif est également mis au repos. Le jeûne aurait donc la capacité de stimuler les forces curatives de l'organisme. Mais comment mesurer cette capacité? Le professeur Osinine est spécialiste de l'asthme bronchique. Élève de Kokosov, le pneumologue a fait jeûner près de 10 000 patients asthmatiques. 40 ans de pratique, pas un seul accident, nous confie-t-il. Parmi les études qu'il a menées, Osinine pointe l'évolution des cellules de la muqueuse du poumon. Ces cellules noires révèlent la présence d'histamine. C'est elle qui provoque une hypersécrétion et donc des spasmes bronchiques. Après 12 jours de jeûne, il n'y a plus d'histamine, les cellules se sont remplies de lipides, les spasmes ont disparu. Ces données sont uniques, car la question n'a jamais été posée de cette manière. Et donc il n'existe pas d'équivalent au monde. On a étudié à la fois les changements généraux dans tout le corps et les changements locaux. Et on a vu disparaître les matières qui provoquent les œdèmes et les inflammations.
L'asthme bronchique est une maladie chronique. Elle ne peut, selon la médecine officielle, être guérie, juste être contenue. De nombreux patients sont condamnés aux inhalateurs ou aux traitements qui soulagent provisoirement leur état. Les travaux d'Osinine montrent qu'on peut échapper à cette fatalité. Le pneumologue a analysé les effets à long terme. L'étude porte sur près de 1000 patients. Après 7 ans, l'amélioration perdure pour 50% des malades, ceux qui ont adopté après le jeûne de bonnes habitudes alimentaires. Plusieurs cures ont parfois été nécessaires. 10 à 15% sont totalement guéris. Des 4 coins de l'Union soviétique, les données expérimentales se sont accumulées avec une ambition: inscrire le jeûne dans une politique de santé publique. L'Académie des sciences a validé les résultats et les a rassemblés dans d'imposants recueils, jamais traduits.